Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel et ça va comprendre, je vais toucher à toutes sortes de choses qui touchent au projet que je vais commencer. Quand j'ai montré la semaine dernière, ou si c'est au début de cette semaine, c'est au début de cette semaine que je vous ai montré que j'avais reçu mon tissu pour Tisket Tasket. Puis que je voulais commencer mon projet ce mois-ci. Ben, j'ai eu des abonnés qui m'ont demandé voir si je pourrais faire un tutoriel sur comment broder sur du lin. Parce que ça a l'air bien mystérieux, le lin, là. Alors là, aujourd'hui, je vous fais un tutoriel et je vais toucher à toutes sortes de choses. Première des choses, je vais vous parler, parce que là, on a plusieurs choses qui sont spéciales sur ce projet-là. On a le fait que je travaille sur du lin. Je travaille sur du lin teint-main. OK? Je travaille avec du coton teint-main. OK? Qui est supposément résistant à l'eau, mais bon, je vais y revenir. Je vais vous parler comment commencer un projet, comment faire pour calculer la place où commencer un projet quand vous ne commencez pas dans le milieu. Lorsque vous avez comment je dirais, vous avez deux façons de calculer. Vous pouvez calculer combien ça vous prend de centimètres par centimètre en considérant une marge de, mettons, 5 cm de tout le tour. Puis l'ajuster, puis mettons, si j'avais une très grande pièce de tissu, ben, je pourrais dire, je vais faire mon calcul, je vais prendre le minimum possible pour faire mon projet, puis je vais couper le reste parce que je veux l'utiliser pour autre chose. Dans ce cas-ci, ma pièce de tissu, c'est seulement pour ce projet-là. Il y aura pas de reste suffisant pour faire je veux dire, peut-être que je pourrais me sauver 3 cm de large. Là, 3 cm de large, vous faites rien, là, je veux dire. Fait que là, mais je vais vous montrer comment centrer un projet en fonction de la pièce de tissu que j'ai. Et puis, je vais vous montrer comment broder sur du lin. Puis, je vais vous montrer aussi comment broder avec un fil qui est versicolore. Alors, on va commencer par le début. Je vais vous parler du lin. Alors, cette pièce-ci, c'est la couleur Vellum de Picture Displus, c'est du lin. Bon, ce que je vais vous expliquer là, peut-être vous allez dire, ouais, ça me donne rien pour faire du point de quoi. Moi, je trouve que c'est une culture générale. Alors, quand vous travaillez avec de l'AIDA ou de l'étamine, ou en anglais on dit even weave, vous travaillez avec un tissu qui est fait principalement de coton. Alors, le coton, vous savez que c'est une fibre végétale, que ça se ramasse dans les champs comme une grosse boule d'ouate, là, si vous voulez, une grosse boule blanche. Il enlève toutes les graines qu'il y a là-dedans, puis il la lave, puis ils peuvent tout de suite commencer à la traiter pour en faire un film. Le lin, lui, la fibre de lin, elle s'obtient du lin cultivé, qui est une plante, OK? Je pense qu'il y a il peut y avoir différentes variétés de lin cultivé. Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai quelque chose, je chantais une petite bouche, j'avais une petite miette. Bon. Et puis, alors le lin, il est fait à partir du lin cultivé. J'ai déjà regardé une vidéo très intéressante qui expliquait comment les tiges de lin, parce qu'autant que le coton, c'est pas fait à partir de la tige de l'arbre de coton, de l'arbuste de coton, c'est fait à partir comme de la fleur. Tandis que le lin, c'est fait à partir de la tige, comme du jonc, ben pas du jonc, mais de l'intérieur. Puis de la même façon que maintenant, c'est utilisé, vous prenez
une asperge, mettons, ben le centre va être plus tendre et l'extérieur va être plus dur, puis la base de votre asperge va être plus dure, tandis que... Mais quand on travaille avec le lin, c'est des grandes tiges, et quand il coupe le lin, ben, les différentes parties, le centre, le plus en haut, plus ça va en haut de la tige, plus c'est tendre, si vous voulez, et plus vous allez dans le bas et vers l'extérieur de la tige, plus vous avez un matériel qui est plus dur. Ce qui fait que le lin, le lin cultivé, quand il va être traité, d'abord, il y a plusieurs étapes. C'est très... bon, c'est fait manufacturier maintenant, là, mais si vous faites de façon artisanale, vérifiez qu'il y a beaucoup d'étapes pour obtenir le lin. Et de la même plante, vous allez obtenir différents fils de lin, fibres de lin, qui vont être de différentes qualités. Alors, certaines, les fibres de lin plus coriaces, je dirais, ils vont être utilisés, par exemple, pour faire de la corde ou des sacs. Alors, des matériaux plus bruts. Tandis que la fibre de lin plus souple, plus mince, va être utilisée pour, entre autres, faire du tissu de lin. Alors, petite histoire du lin. OK. Alors, cette fibre-là, ben, il y a plusieurs traitements à faire. Et ensuite, on va tenir un fil de lin et on va obtenir un tissu de lin. Les tissus de lin ne s'équivalent pas. Là, je parle pas du camp du tout. Dépendant, ça c'est un Swigart, mais dépendant des manufacturiers, vous avez des qualités de lin qui sont très différentes. Vous avez ils en avaient qui sont beaucoup plus raides, qui sont beaucoup moins agréables à travailler. Là, je vais vous approcher doucement. Attendez, je vais essayer de vous grossir ça. OK. Attendez, je vais essayer d'utiliser ça ici. Non, ça c'est... Oups, ça c'est trop. Alors, j'essaye. Oups. Attendez, je ne vais pas vous rendre malade. 6 fois... Bon. C'est trop. Je vais essayer de le garder comme ça. Alors, si vous regardez le tissu de lin, on a un tissu ici de très belle qualité. OK. Mais vous allez voir que même si c'est un tissu de très belle qualité, vous allez voir que vous avez des fibres ici, des fils qui sont un petit peu plus larges, puis il y en a qui sont un petit peu plus minces. Là, je vous montre ici. Alors, c'est tout à fait normal dans le tissu de lin. OK? Vous allez en avoir encore des tissus qui sont de moins bonne qualité ou est-ce que vous allez avoir des marcations plus avancées encore. Puis des fois même, vous allez avoir comme des petits pas des nœuds, mais comme des petites boules dans votre tissu. C'est tout à fait... c'est le fait que c'est du lin. On a un lin pour faire du point de croix qui est... quand on dit even weave en anglais pour le coton, pour des tissus de coton, on parle à ce moment de là, vous avez plusieurs noms comme Lugana, Joblan, Monaco. Ça, c'est tous des tissus d'étamine, entre guillemets, mais avec des mélanges de coton et d'autres fibres qui sont à différents pourcentages. Les autres fibres, ça peut être du polyester, ça peut être l'acrylique, ça peut être du lin, ça peut être, bon. Le lin, il est plus dispendieux. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est une fibre qui est tellement fragile,
et que c'est tellement d'étapes, c'est beaucoup plus dispendieux à produire du lin que du coton. Puis ici, vous avez un lin qui est tissé de façon, si je traduisais mot à mot, even weave, ça veut dire tisser égal. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire tisser égal? Ça veut dire que les distances entre mes fibres horizontales, entre chacune des fibres horizontales, des fils horizontaux, et la distance entre mes fils verticaux sont les mêmes. Tandis que je pourrais tisser un tissu de lin, OK, qui ne serait pas approprié pour le point de croix, puis avoir, par exemple, je sais pas, je pourrais avoir 28 fils au pouce, OK, du côté horizontal, puis du côté vertical, je pourrais en avoir 26. Ce qui ferait qu'à ce moment-là, ma croix ne serait pas carrée, elle serait rectangulaire. Elle serait légèrement rectangulaire, mais elle serait rectangulaire, ce qui fait que sur une grande pièce, ça paraîtrait. Quoique je dis que c'est pas apte au point de croix, il y a de plus en plus, puis ça, je vais sortir un petit peu du cadre de mon exposé aujourd'hui, celles qui font des reproductions de sampleurs antiques, anciens. À l'époque, bien souvent, les gens, ils brodaient sur le lin sur lequel ils pouvaient tomber. Tu sais, je veux dire qu'ils pouvaient obtenir. Puis des fois, ils pouvaient obtenir du lin qui était pas tissé égal. Alors, ils travaillaient, ils faisaient leurs pièces là-dessus. Et il y en a maintenant que pour reproduire de façon authentique un sampler ancien, et ils peuvent essayer de trouver un lin qui est tissé de façon inégale. Bon. OK, alors maintenant, j'ai fini de parler du lin. En passant, vous allez trouver sur les sites, mettons, vous allez sur 1, 2, 3, stitch.com, tout ça, ils vont vous parler de lin de Cashel, de Belfast, d'Édimbourg et Newcastle. Vous allez dire, c'est quoi ça? C'est-tu des marques? Non, c'est pas des marques. Pour nous simplifier la chose encore plus, c'est qu'au niveau du lin, le lin 28 cantes, il l'appelle Cashel. C-A-S-H-E-L. Le lin 32 cantes, ils vont l'appeler Belfast. Le lin 36 cantes, ils vont l'appeler Édimbourg. Puis le lin 40 cantes, ils vont l'appeler Newcastle. Fait qu'autrement dit, au lieu de dire, bien, je fais ma pièce sur un lin 28 cantes, mais je peux dire, je vais faire ma pièce sur un Cashel, on sait automatiquement que c'est un lin 28 cantes. Ça indique seulement le nom, le cante, ces noms-là, pour votre information. OK, maintenant, on va arriver. Là, je travaille sur un lin qui est teint-main. Vous allez voir que, je vous le montre, c'est difficile parce que je suis pas à la lumière du jour, puis quand j'ai ma lumière qui est au-dessus, puis quand je mets mon cellulaire, ben je mets de l'ombre, là. Mais il est teint-main, puis il n'est pas teint égal. Bon, comment je dirais ça? Vous pouvez avoir un tissu teint-main, mais qui est tout à fait uni. C'est deux choses différentes, OK? Puis vous pourriez avoir un tissu teint usine qui serait avec différentes couleurs. Ça n'a rien à voir. La plupart des tissus, des lins teint-main sont faits de façon à obtenir des subtilités dans les couleurs. Bon, des subtilités plus ou moins subtiles, je vais vous dire, moi, j'aime pas qu'il y ait des grosses différences, mais vous pouvez avoir des tissus qui ont des grosses différences. Celui-ci, vous voyez, là, ben, c'est très, très subtil comme différence de couleur. Mais vous pouvez avoir des tissus teint-main
que vous avez carrément, que ça peut aller du rouge au vert carrément, OK? Moi, j'ai un tissu teint main où est-ce que c'est pour faire, qui était teint spécialement pour un patron en particulier, où j'avais du vert en bas, du rose dans le milieu, puis du bleu en haut, qui était pour faire comme, c'était pour des fleurs, c'est comme un paysage de fleurs, alors c'était pour représenter exactement ça, alors c'était teint spécialement pour ça. Même j'ai vu à un moment donné, il y a des fois à un moment donné qui vont faire un tissu teint main spécifiquement pour un patron. Alors, j'ai vu à un moment donné une youtubeuse qui, elle, voulait faire un patron de Mirabilia qui s'appelle Titania. Puis, elle trouvait que, bon, c'est une fille, mais on dirait qu'elle est assise, mais elle est assise sur rien. Puis, elle l'a demandé à une artisane de la teinture de lui faire de teindre un tissu spécialement pour ce patron-là, pour qu'elle ait comme un champignon en dessous d'elle. Elle aurait comme un gros champignon sur lequel elle serait assise. Puis elle a fait ça. Alors, bon. Quand quand on teint à la main, on se trouve à la plupart du temps le traitement de teindre à la main va se trouver souvent à rapetisser un petit peu le tissu. OK? Fait que peut-être que c'est pas vraiment un 28 count, peut-être que c'est un 27 count après légèrement. OK? Alors, fait que ça se trouve à rapetisser un petit peu parce que ça implique la chaleur et bon, ça implique aussi que c'est... Ensuite, je vais vous parler aussi, dire que là, si je vous vire le tissu, OK, bien, des fois, vous pouvez avoir des différences entre le rendu de la teinture d'un côté ou de l'autre de votre tissu, OK? Dans ce cas-ci, je vois pas de différence, mais c'est toujours bon de regarder votre tissu de teint main des deux côtés pour choisir le côté que vous aimez le mieux. Naturellement, vous n'utiliserez pas un tissu teint main pour faire une couverture complète. Ça serait un gaspillage complet, à moins que vous ayez reçu un tissu teint main que vous vous dites « j'aime absolument pas la couleur ». Je l'utiliserai vraiment pas, mais à ce moment-là, je vais le recycler, en guillemets, pour faire une couverture complète au lieu de carrément le jeter. OK? Bon, ben ça serait une idée, mais si vous voulez, ça ferait pas de sens de faire une couverture complète avec un teint à la main. Avec versicolor, OK? C'est que là, je reviens avec un autre terme. En anglais, ils disent variegated. En français, le terme pour ça, c'est versicolor. Ça veut dire avec différentes couleurs dans le tissu. Alors, vous pouvez avoir une différence. Même maintenant, ils utilisent une nouvelle méthode pour teindre des tissus qui fait que ça comme imprime, si vous voulez, le motif ou les couleurs seulement d'un côté du lin, puis de l'autre côté, il est couleur, la couleur du lin qui n'était pas teint avant, OK? Alors, il ne perd pas nécessairement d'un teint non teint pour faire ça, mais admettons qu'il utiliserait un teint, un lin blanc, qui a été teint blanc, parce que la couleur du lin, c'est pas blanc, c'est une couleur un peu beige pâle. À ce moment-là, ben, on pourrait avoir un côté tout à fait blanc, puis l'autre côté avoir les couleurs du teint à la main, puis ça existe maintenant. Alors, je pense que j'ai parlé en détail du tissu. Je vais vous montrer tantôt comment je vais faire pour calculer où je vais commencer. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu du fil que je vais utiliser.
Hier, je me suis installée. Ça, c'est tout du Wick Dye Works. Pour le patron, j'ai besoin de 9 couleurs. Fait que j'avais différents échevaux. Alors, j'ai tout coupé mes échevaux parce qu'ils étaient pas coupés. Puis, je les ai toutes mis sur mon organisateur de fil. Ici, j'ai mes numéros de Wick Dye, excusez, de Wick Dye Works, OK? C'est du coton teint à la main qui disent qu'il est Color Fast. Bon, Color Fast, ça veut dire qu'il serait lavable à l'eau. Je vais vous dire tout de suite en partant que pour du lin teint, ben n'importe quel tissu teint à la main, c'est contre-indiqué de laver. Alors, je n'utiliserai pas de crayon sur cette toile-ci pour marquer mes cases. Et je vais être extra prudente. Ben, je suis d'ailleurs tout le temps extra prudente pour toujours broder avec des mains propres. J'en suis presque maniaque, OK? Mais sur un tissu teint à la main, c'est encore plus vrai. Puis, du fil teint à la main, c'est la même chose. Ils disent qu'il est Color Fast. Moi, je suis comme... non, OK, je me risquerai pas. Alors, j'ai beaucoup utilisé de soie ou de coton teint à la main dans les châtelaines, par exemple, sur lesquelles je travaille. Puis toutes mes châtelaines, même si je ne pars pas d'un tissu teint à la main, je ne les laverai pas une fois que je vais avoir terminé. Ça serait dommage qu'une seule couleur s'étale sur le tissu. Alors, bon, je vais vous rapprocher un petit peu. Vous allez voir que toutes mes couleurs, elles sont versicolores, OK? Alors ça, je reviens encore. C'est pas parce que vous avez un fil teint à la main qu'il est versicolore, et c'est pas parce qu'il est versicolore qu'il est teint à la main. Vous avez des DMC versicolores, je vous jure, c'est pas teint à la main, ça. Puis vous avez des fils teints à la main qui sont pas versicolores, qui sont tout à fait unis. Dans ce cas-ci, même celui-ci, on penserait qu'il est uni, mais il y a des petites nuances entre de crème qui va un petit peu vers le gris, tout ça. Mais vous voyez que les nuances sont relativement subtiles dans mes fils, OK? Il y a des fils versicolores qui sont carrément il y en a qui font carrément l'arc-en-ciel, je veux dire. Alors, c'est... Mais dans un sampler, comme je vais commencer ici, bien, je vais travailler avec, c'est les fils recommandés, puis moi, ça me convient très bien, mais il y a une façon de travailler aussi avec des fils versicolores. Je parle pas avec des fils teint-main. Bon, teint-main, ce que je vous dis, c'est l'important, c'est qu'on ne lave pas après. Versicolore, que ça soit teint-main ou non, bien là, bien, je vais vous montrer tantôt comment on travaille avec du fil versicolore pour obtenir toutes les variations de notre fil. Maintenant, on va commencer par calculer. Je vais faire le calcul où commencer mon projet. Alors, la première des choses, c'est que je vais mesurer mon projet en largeur et en hauteur. Et je vais le mesurer. Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus loin. Oups. Hop. Je suis obligée de vous enlever ça. OK. Un petit peu plus loin, vous ayez une chance de voir presque toute la... Ouais. Alors, je vais le mesurer en haut et en bas, à deux places, pour être sûr que c'est coupé vraiment. Alors, j'ai 65 cm en haut. Parce que des fois, il n'est pas coupé vraiment. Mais voyez-vous? Je vais le remesurer ici, là. Puis je vais l'étirer comme il faut pour être bien certaine de ma mesure. OK. Alors, on a vraiment 65 cm en haut. Puis en bas,
On a 67, OK? Alors, ben, on voit tout de suite que j'ai bien fait de mesurer les deux, parce que si je m'étais partie avec l'idée que c'était un... Alors, je vais dire c'est un 65 cm par... Puis là, je vais faire la même chose pour la hauteur. Je vais le mesurer à gauche et à droite pour être bien certaine. Alors, ici, on a... Oups! 46,5. Puis là, je vais faire la même chose ici. 46,5. Bon, au niveau de la hauteur, on est égal. Alors, on a 46,5. Bon. Ma toile, ma pièce, mon projet, il mesure 280 par 190 points. Par 190 points. Alors là, je vais devoir faire un petit calcul pour dire combien ça me prend de largeur et de hauteur pour la pièce comme telle, sans calculer la bordure. Alors, ben, c'est pas compliqué. 200, fait que je vais commencer par dire, c'est un 28 cantes. Alors, ça veut dire 28 cantes, ça veut dire j'ai 28 fils au pouce. OK? Alors, je vais commencer à compter combien ça me prend de pouces pour... Attendez, là, je vous êtes loin. Je vais vous remettre plus proche. À ce temps, j'ai fini de mesurer. OK. Alors, je vais dire 280 divisé par 28. Hey, grosse affaire, je pense que c'est 10, hein? Alors, ça me prend 10 pouces, OK? Si je le transfère en centimètres, c'est multiplié par 2,54. Ça veut dire que ça me prend 25... 280... OK, excusez. C'est 28 fils au pouce, mais je vais travailler 2 sur 2. Je vais travailler 2 brins de fil sur 2 fils de tissu. OK? Alors, ça veut dire, ça équivaut, mon 28 fils, ça équivaut à un 14 cantes. Fait que je vais diviser par 14, excusez. Ce qui veut dire, ça me donne 20 pouces, OK, pour la largeur. Et ce qui veut dire que et je suis mal propre, attendez. Ce qui veut dire qu'en centimètres, ça me prend 2,54 fois 20 égale 50,8 cm. Pour le dessin seulement. OK? Pour le motif seulement. OK? Je vais faire la même chose ici. 190 divisé par 14. Alors là, ben, il est plus difficile. Oups. 190 divisé par 14. Oups, excusez. Divisé par... Hop. 14. Ça me fait 13,57 pouces. Multiplié par 2,54. Multiplié par 2,54. Ça me donne 34,5, si j'arrondis, 5 cm. Ça, c'est la largeur. Ça, c'est la hauteur. OK? Bon. En largeur, j'ai 65 cm. OK? Ça va me prendre 50,8. On va arrondir ça, c'est un 51, là. Moins 51 cm. Ça veut dire qu'il me reste 14 cm pour ma marge de gauche et de droite. Ce
Ce qui veut dire que si je divise par 2 pour chacune des marges, je vais avoir en largeur 7 cm de jeu. Je vais faire la même chose pour ma hauteur qui est à 46,5. Moins ce que ça me prend, 34, moins 34,5 cm. Ça me fait 12 cm de marge en tout, en hauteur, que je vais diviser par 2. Ça veut dire qu'en hauteur, j'ai une marge de 6 cm que je peux utiliser pour... Alors, ce qui veut dire que mon début de ma pièce, je vais le faire à 7 cm de ma marge de gauche ici, puis à 6 cm de... Oups, je m'en viens ici. OK. Là, je vais aller me chercher une aiguille tout de suite. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que j'utilisais pas de crayon. Puis je vais utiliser une aiguille pour marquer où je vais commencer mon... Alors, je disais qu'en largeur, j'avais 7 cm. Alors, je pars d'ici, OK? Puis je calcule 7 cm. Alors, 7 cm, ça me donne ici, OK? Il faut que je sois à 6 cm. Alors, je m'en viens ici. 6 cm. Fait que ça me donne ici. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que je vais piquer mon aiguille ici. OK? Puis ça va m'indiquer où je vais pouvoir commencer à broder à calculer sur le patron. C'est pas nécessairement ma première croix, parce que si j'ai pas une croix au tout, regardez. Regardez, justement, exemple, mon patron ici, là, ben j'ai pas de croix dans la case ici, là. Quand il calcule, là, ben, voyez-vous, là, j'ai trois cases, là, 3 croix qu'il n'y a pas de... Alors, il faut que je respecte ça. Alors, puis j'étais à 2 de hauteur. Excusez, ici. Fait qu'il va falloir que à partir de là, que si je veux travailler ce point-là, je vais dire, ben, à partir de là, je vais calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6 points libres. Puis ça va commencer là, puis ensuite, je vais calculer en hauteur 2 points de libre. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon tissu sur mon cul-snap. OK. Heureusement, c'est un tissu qui est très souple. Alors, c'est pas trop compliqué. Attendez, je me laisse... Attendez, je vais commencer par là, ici. Oups, il est-tu droit? Excusez, ça va mieux quand je le mets sur moi que sur la table. Moi, je suis habituée de mettre. OK. Je vais vous revenir. Là. Je vais le mettre sur le cul-snap, puis je vous reviens. Bon, ça ici. Et ça ici. Bon. Alors, je l'ai mis dans mon cul-snap. OK? La place où est-ce que mon aiguille, c'est pas obligé d'être, c'est pas une science exacte, là, mais ça peut être 2 points différents, ça sera pas. Ça représente ma première case ici. Alors, je vais devoir
calculer en fonction de où commencer pour ma première couleur, qui est le 2102. Fait que je vais commencer avec cette couleur-là. Alors, je vais m'installer sur mon métier. Je vais installer la caméra autrement. Et je vous reviens avec mes premières croix et mes commentaires au niveau de l'utilisation de fils versicolores. À tout de suite. Bon, alors, pour vous, mais c'était tout de suite. Pour moi, mais il a fallu que je prenne le temps d'aller photocopier mon patron. Parce qu'étant donné que je sais que je vais avoir quelques heures à travailler là-dessus, mais j'ai décidé de photocopier mon patron. Alors, c'est plus facile à ce moment-là pour moi de le mettre sur... Là, j'ai mis mon aimant ici pour le tenir. J'ai plié ma feuille en deux, puis comme ça, mais je peux travailler avec sur mon patron plus facilement. Et là, je commence en haut à gauche. Voyez-vous ici marqué section 1. Alors, j'ai mis mon aimant avec une autre aiguille ici. Parce que je vais garder l'aiguille que j'ai mis sur mon tissu pour tout de suite là, pour pouvoir calculer à partir de là où est-ce que je commence. Bon. Première des choses, je décide quel symbole sur lequel je vais travailler. Puis j'ai décidé que j'allais commencer avec le symbole qui est le plus en haut à gauche, qui est le losange noir. Si vous regardez le patron, l'image, la photo plutôt, ben le losange noir, ça se trouve à faire le bleu foncé qui fait comme ça ici. Alors, si vous regardez comme faux, attendez, je vais prendre un crayon peut-être. Avec ça ici, ça va être plus facile. Ici. Alors, vous voyez, il fait de là ici, puis il s'en va comme ça. OK? Bon. Alors, première différence avec un fil versicolore. On est habitué de faire notre point de croix. En tout cas, moi, je suis habituée de le faire. Je fais toutes mes pattes, mettons, sur une ligne. Je fais toute ma première patte en premier. Puis ensuite, je ferme mes pattes en deuxième. Là, je travaille à l'envers, là, parce que je veux mon coin qui est le plus proche de moi pour ne pas être obligé de m'étirer au coin, là. Fait que je me trouve à travailler à l'envers, là, mais là, vous, là, c'est comme... alors, fait que je trouve à faire, là, ça, c'est l'endroit ici, là, c'est comme... Le bas, il serait là, là, OK? Bon, alors, d'habitude, je fais... Mettons ici, j'ai 4 croix de la même couleur d'affilée. Ben, je me trouverais à faire 4 fois ma patte en bas, puis ensuite, je fermerai mes pattes à la suite. Avec du fil versicolore, si vous faites ça, vous allez perdre l'avantage de votre fil versicolore. Parce que vous allez faire, mettons, vous avez un bleu foncé qui va à un bleu pâle, ben vos 4 pattes du bas peuvent être bleu foncé, puis vos 4 pattes du haut peuvent être bleu pâle, ce qui va tout être comme un mélange des deux. Ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez fermer vos croix une à l'autre, après l'autre. OK? Fait que je vais faire ma première patte, ma deuxième patte, ma première patte, ma deuxième patte, sur chacune des croix. Comme ça, bien, admettons que j'aurais l'équivalent de 4 pattes de bleu foncé, puis 4 pattes de bleu pâle. Bien, si je les fais comme ça, comme je les ferme mes croix à mesure, bien, je vais avoir 2 croix de bleu foncé puis 2 croix de bleu pâle. Tandis que si je faisais toutes mes 4 pattes en premier puis je les fermais après, bien, j'aurais 4 croix avec un mélange des deux. On veut pas ça. Alors, j'ai décidé de la première couleur que je veux faire et je vais décider aussi de où je veux commencer à broder et j'ai décidé que j'allais commencer ici. OK? Pourquoi? Parce que, vous voyez, ça fait ça ici. Comme ça, puis comme ça ici. Fait que je vais devoir calculer ici
Fait que je suis à 10 points de distance de mon coin gauche, puis 10 points de distance en largeur et en hauteur. Ben, je me trouve vraiment être au début de ma case qui est ici. Alors, première chose. Deuxième chose, alors je disais que le losange, c'est le 2102. Alors, le 2102, il est ici. Deuxième chose avec du fil versicolore, vous ne pouvez pas commencer avec un départ en boucle. Pourquoi? Pour la même raison que vous ne pouvez pas faire plusieurs croix en même temps, là, je veux dire en faisant toutes les premières pattes en premier. C'est que si vous prenez un fil plus long puis vous le pliez en deux, ben vous n'aurez probablement pas la même couleur d'un brin de l'autre. Alors, je vais devoir... D'abord, je vais aller me chercher un fil au complet, parce que j'aime bien... Attendez. Parce que c'est important que je tire mon fil pour pas que j'aille chercher deux brins de deux fils différents. Puis là, ben, je vais prendre mon fil ici. Je vais aller me chercher deux brins. Bon, ici... En passant aussi, quand vous avez du coton ou de la soie versicolore, vous n'avez pas nécessairement 6 brins. Dans ce cas-ci, on a 6 brins, mais vous pouvez avoir, dépendant des manufacturiers, 8 brins ou même 12 brins, j'ai déjà vu. OK? Alors là, je tire mes deux brins, puis je remets mon fil sur mon organisateur de fil. Fait que c'est bien important que je ne prenne pas mes deux brins sur deux fils séparés, parce que là, ben, je n'aurai pas les mêmes couleurs. Puis, si vous sortez vos brins un à la fois, c'est bien important de les mettre aussi du même sens. Regardez ici, on a un fil qui commence par un bleu foncé. Puis là, si je continue, il s'en va un petit peu plus pâle. Ça paraît moins, mais... Je vous garantis que c'est un petit peu plus pâle. Je vous ai dit, le coton que j'ai, c'est subtil. Mais il faut que je garde vraiment que mes deux brins soient exactement de la même couleur un de l'autre. OK? Bon. Alors, je vais enfiler mon aiguille. Alors là, je ne peux pas commencer mon départ en boucle. Alors, j'enfile mon aiguille. OK. Et là, je vais vous déplacer pour vous montrer où est-ce que je vais commencer. Fait que là, étant donné que je vous ai rapproché pour que vous voyez mes brins sur mes fils sur mon tissu, ben c'est difficile de vous montrer le patron en même temps. Mais là, je savais que je devais commencer à peu près 10 fils de... Puis là, regardez, je vais faire un petit truc ici. Je vais rentrer mon fil ici. Puis je vais dire 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, j'ai compté 10 fils de ça. Ça fait que ça équivaut à 5 points. Moi, je veux commencer à 10 points plus bas. Alors, il faut que je vais refaire ça ici. 1, 2, attendez, je vais le faire. 1, 2, oups, excusez. Je me suis mis plus, puis c'est pas bien. Oups, attendez, il est en train de débarquer. Il n'est pas assez serré. Moi, te le serrer. Comme il faut. Comme ça. OK. Alors, je vais calculer ici. 1, 2, 3. Mais ça, on le fait approximativement. Ça n'a pas été... C'est pas obligé d'être 2, 3, 4, 5. OK, à peu près.
pour commencer mon premier point, c'est pas grave, même s'il y a une petite différence de 2 fils. Là. Puis ici, je le veux à 10 aussi. Fait que là, je me trouve à 10 de mon coin, 10 points, puis là, je veux 10 points. Alors, 1, 2, 3, 4. En n'oubliant pas que chaque point il est fait sur deux fils de distance. Puis ensuite, bien, là, je vais rentrer ici tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Et là, je dis que je veux commencer ici. Ici. Fait que ça, c'est mon départ. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tirer là-dessus. Je sais où est-ce que je suis maintenant. Puis je vais rentrer ça ici. Là, je me trouve à faire comme un quart de point. OK. Je vais faire un quart de point à partir du haut. Fait voyez-vous, j'ai comme triché. Puis j'ai fait ma première patte, au lieu de le faire en un demi-point de croix, je l'ai faite en 2 parties. Puis là, je m'en viens ici, puis regardez, je tire, là, puis ça, c'est mon point d'arrêt. Puis là, je peux venir ici, puis fermer ma croix. Ma croix est fermée. Puis je vais juste... Oups! Couper ce qui dépasse ici. Hop. Pas grave s'il y en a un petit peu qui dépasse ici. De toute façon, j'ai des croix à faire ici. Tantôt, quand je vais rentrer, ben... Puis là, ben, sur mon patron, oups, c'est pas évident de travailler avec la caméra aussi. Je suis pas aussi proche que je voudrais l'être. Attendez. Bon. Moi, je vais vous dire, je sais qu'il y en a qui travaillent sur du lin sans métier, sans tendeur ou sans cerceau. Je vais juste essayer de rentrer ça ici. Ça ici, je peux l'enlever. Je n'ai plus besoin. Je vais juste essayer de rentrer ça ici. De toute façon, c'est pas grave. Tantôt, quand je vais faire mon point à côté, mais je vais me retrouver à le rentrer. Bon. Puis là, ici, j'ai 4 croix d'affilée à faire. Alors, je m'en viens ici. Est-ce que c'est assez près? Attendez, ce que je vais faire, je vais vous remettre un petit peu plus près encore. Attendez, excusez, c'est pas mon objectif de... Tiens, tenez. Hop là. Je vais mettre un petit peu plus de lumière ici. OK. Alors, oups. Voyons. Et, OK. J'essayais de trouver ce que je t'ai rendu avec la caméra. Alors, j'ai 4 croix à faire. 1.
qui est plus difficile à s'habituer au début, c'est que le lin, je vous ai dit, les fils sont pas égaux. Vous allez voir des petites différences. Puis les fils ont plus tendance à... Ils sont comme moins... on dirait qu'ils se cachent à un moment donné. C'est comme ils sont plus souples, ils sont plus... Fait que c'est juste une habitude à prendre. Quand vous n'aurez fait 200 heures, là, comme regardez ici, j'ai 2 fils qui sont plus larges ici. Ma croix va se trouver être un petit peu plus large, mais c'est pas grave. Au grand... ça paraît plus parce qu'on est collé dessus, là, mais moi vous dire... OK, alors là, j'ai fait mes 4 croix. Là, j'ai une croix de celle-ci. Là, je fais mes croix une à l'autre, mais c'est pas parce que je travaille sur du lin, c'est parce que je travaille avec un fil versicolore. Si je travaillais avec un fil qui est uni, ben, je pourrais faire mes croix de la même façon. Là, j'ai 6, 3, 4, 5, 6 croix comme ça, fait que je vais changer l'orientation, pas l'orientation de mes croix, mais le départ de mes croix, parce que sans ça, ben, ça ne fonctionnerait pas. Fait que je m'en viens comme ça. 1, 2, attendez. C'est tellement grossi que le moindrement je touche à la caméra, vous êtes complètement... C'est très difficile à ajuster. 2. 3. 4. Non, je n'ai 6 à faire. Au début, vous allez avoir la difficulté à voir les trous, puis à être sûr que vous avez compté bien les 2. Puis ensuite, mais votre vue va s'ajuster. Puis vous allez le sentir aussi quand vous allez... Parce que ça arrive des fois qu'on fait notre croix sur 3 fils au lieu de 2 en hauteur ou en largeur. Mais la plupart du temps, on le sent. Mais ça arrive des fois... Ce qui est choquant, c'est que quand vous avez fait faire, mettons, une grande bordure, puis là, quand vous finissez par rejoindre, vous réalisez que vous êtes à un fil ou à une demi-croix de distance de votre objectif, ben vous ne défaites pas toute votre bordure. Vous, comme on dit en anglais, vous fudgez ça, là, vous... Parce que si je défaisais mes croix ici, maintenant, ben, vous verriez un petit peu la marque de où est-ce que j'ai fait mes croix, parce que mes fils seraient comme tassés, si vous voulez. Parce que je ne devrais pas mettre mes mains comme ça devant la caméra, parce que vous voyez pas les gestes que je fais, de toute façon, c'est trop grossi. Alors, je continue. Bon, ensuite, je vais aller vers... Fait que je vais changer mon point de départ pour ma croix à stage. Parce que là, ensuite, je vais aller vers... Je vais faire ça comme ça, puis ensuite... Oups! Et que c'est pas évident à... ajuster. OK.
Alors, je n'ai combien à faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, un autre 6. Une. Deux. Trois. Sur du lin, là, vous ne tirez pas fort, là. Parce que vous allez voir, là, c'est tissé autrement que sur du coton, sur de l'étamine. Fait que vous ne pouvez pas faire des croix là, super serrées sur du lin. Comme on dit au Québec, il faut vous respirier par le nez. Bon, des fois, là, quand je sais que mon point, là, il est vis-à-vis de l'autre que j'ai beaucoup plus loin, là, je fais juste une petite vérification. Je suis sur la même ligne. OK? Ben là, vous voyez pas d'où est-ce que je suis parti. Oh là! Attendez, j'essaie de... Regardez. Je sais que ces deux points-là sont à la même... Puis là, voyez-vous, j'arrive. Puis ça ici aussi, j'arrive. Je suis correct. Puis des fois, je fais des petites vérifications pour être sûr que j'ai pas fait une croix sur 3 fils. Ça, puis je vais refaire la même chose ici à un moment donné, comme ça, pour être bien certaine. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4 croix en diagonale. Alors... Bon. Je vais vous mettre un petit peu plus loin parce que c'est vraiment difficile de m'ajuster, excusez. On va le mettre comme ça ici. Ça va être plus facile pour moi parce que j'ai beaucoup de difficulté à la caméra. Plus c'est proche, plus c'est difficile de garder une... Ouais, OK. Puis vous voyez quand même mes croix. Deux. Trois. Quatre. 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai une ligne droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une ligne droite de 8. En descendant, ben pour vous, c'est en montant, mais moi, je sais que je suis à l'envers. Ben moi aussi, pour moi, c'est en montant, mais sur le patron, c'est... je me souviens tout le temps que je travaille à l'envers. Parce que je veux être plus proche de mon coin. Si je travaillais, je serais à bout de bras sinon. 3. 4. Bon, là, je sais que mon 5e point sur cette ligne verticale-là, il est supposé d'être sa même ligne que mes 4 premiers points là, que j'avais au début, en ligne droite.
Fait que je vais juste faire une petite validation. Regardez, ça arrive. OK? En haut aussi, ça arrive. Fait que je suis correct. Je peux voir que je suis sur... Et ici, là, vous voyez là, que je suis direct sur la bonne place. Alors, je disais 8, 5... 6, 7, là, je vais vous mettre un petit peu plus loin. Attendez, je vais mettre le patron ici. Puis je vais vous mettre un petit peu plus loin pour que vous me suiviez pendant que... Fait que vous ne verriez pas les croix de la même façon, mais je vais vous... Excusez, j'ai pesé sur le piton pour arrêter sans vouloir. Alors là, ce que je faisais, c'est que je vous mettais à 2 de grossissement pour que vous voyez le patron à côté, puis mes croix en même temps. Alors, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 2 ici. Je revérifie. J'ai bien 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est très utile d'utiliser la friction de votre aiguille sur le fil pour être bien sûr que vous rentrez dans le... Autrement dit, là, quand je fais ça ici, là, comme ça, pour être bien certaine que je sois à la bonne place. 2, alors là, j'ai combien en diagonale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en diagonale. Un, 2, 3, 4, je recompte. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme on dit, on compte 2 fois pour pouvoir broder seulement une fois. C'est plus facile de compter 2 fois que de réaliser que vous êtes gouré, puis d'être obligé de défaire ce que vous avez fait, puis de rebroder après. Je travaille sur un 28 count. C'est un lin qui est assez... j'ai pas besoin de loupe pour travailler. Je peux travailler jusqu'à du 36 sans loupe. Dépasser ça, là, du 40, là, mais je travaille avec une loupe. Du 28 count sur 2 fils, bien, ça équivaut à un 14 count. Fait que j'utilise 2 fils de coton. Puis je vais utiliser 2 fils jusqu'au 36. 40, je me souviens pas si j'utilise 2 fils ou un fil 5, 6, 7. Je pense que j'utilise 2 fils. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4. Cinq. 6. Bon. Là, je vais vous montrer autre chose. Moi, là, je regarde sur mon patron. 7. Puis ensuite, dans ce cas-là, j'ai plus de cette couleur-là. J'en ai pas là. J'en ai pas là. J'en ai pas là. Fait que c'est un peu loin. OK? C'est une couleur qui est relativement foncée. OK? Bon. Puis je peux dire
est-ce que je vais faire... Bon, je peux dire, étant donné que c'est un... J'ai des gris, puis j'ai des beiges. Les beiges, probablement, je vais les faire courir un peu. Mais le bleu foncé, comme ça, en dessous de ça, je voudrais pas que ça paraisse une fois que j'ai ça. Alors, je vais faire ma dernière croix de façon à, en même temps, faire mon point d'arrêt. Alors, je vais vous expliquer comment je vais faire. Alors, je vais commencer par faire ma deuxième patte. Vous allez dire, ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Bien, suivez-moi, OK? Faites-moi confiance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est vraiment ma dernière croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais commencer par faire ma deuxième patte. Ensuite, je vais faire mon point d'arrêt dans le chemin de ma première patte, mais en tassant un petit peu ma deuxième patte pour qu'il couvre mon point d'arrêt. Alors, autrement dit, je peux utiliser une autre aiguille ici. OK, pour tasser un petit peu. Pour rentrer mon aiguille dans le trou du milieu. OK. Puis ensuite, je vais faire en haut. Fait que je fais un point d'arrêt en diagonale. En rentrant les deux fois mon aiguille en dessous de ma patte supérieure. Si je vous rapproche, attendez, je vais vous rapprocher, là. Est-ce que vous voyez que j'ai un point d'arrêt? Vous ne le voyez absolument pas, parce que mon point d'arrêt, je l'ai fait en diagonale, à la place de ma première patte de mon point de croix. Alors, mon point d'arrêt est terminé. Alors, à ce moment-là, je vais sortir mon aiguille juste un petit peu plus loin ici, comme ça. Puis, je vais couper en tirant pour que mon fil rentre en dessous. Fait que j'ai fait mon point d'arrêt en dessous de ma première patte, ma deuxième patte. Puis je l'ai faite après. Fait qu'autrement dit, au lieu de faire ma première patte en premier, j'ai fait ma deuxième patte en premier. Puis ensuite, j'ai caché mon point d'arrêt en dessous. Ben, pas le point d'arrêt au complet, mais je me suis trouvée à cacher le trou du point d'arrêt dans lequel je vais rentrer mon aiguille deux fois en dessous de ma patte ma deuxième patte. Là, je vais décider, je peux continuer à broder avec cette couleur-là. Je vois ici que j'ai quatre croix ensemble ici. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais les faire. Ils sont à 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4. 4 cases, 4 points de mon deuxième point ici. Fait que je m'en viens ici. Puis, ce que je vais faire, je dis là, j'ai besoin de 4 cases. Alors, 1, 2, 3, 4. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais le rentrer. Puis, je vais commencer mes 4... Excusez, je le mets ici, là, mes 4 points à partir de la gauche ici, en laissant, là, étant donné que j'ai 4 points d'affilée, je peux laisser mon fil en dessous, puis comme ça, il va se trouver à être pris. Fait que ça, c'est une autre façon de commencer mon...
Alors, ici, je le laisse juste un peu. Puis là, j'ai 4 croix d'affilée. Alors, une que je ferme une après l'autre. Puis là, je me trouve à prendre en souricière mon fil en arrière. Il est coincé entre mes lignes verticales qui apparaissent en arrière. 3. Et 4. OK. Je vais avoir une croix qui va être ici plus tard. Ça fait que quand je vais la faire, je vais me trouver à rentrer mon fil. Là. Il est presque tout rentré. 4. J'ai... Si je regarde ici... Attendez. C'est plus difficile à... Attendez. J'essaye. Alors, je n'ai pas moyen de... Je me trouve à faire ça ici. Ça ici. Alors, je vais faire ma croix ici, en dessous. Ici. Je vais bien recompter pour être certaine que j'ai vraiment 4 points de différence, de distance entre ça et ça, comme mon patron me l'indique. OK. Et là, je vois sur mon patron que je pourrais faire ça, puis j'ai ça ici, fait que là, je peux décider qu'est-ce que je vais faire. Fait que je vais aller faire celui-là ici, parce qu'il est juste à côté. Ordinairement, ce que je vais faire là, dans des simplères comme ça, c'est que je vais me faire une aiguillée de fil du premier symbole que j'ai en haut à gauche. Puis je vais finir mon aiguillé. Puis ensuite, ben, je vais prendre une autre couleur. Puis je vais finir mon aiguillé. Puis tout ça. Ça fait que... J'aurais pu, quand j'ai coupé mon fil, remettre le reste de mon fil sur l'organisateur puis dire, ben je vais y revenir plus tard, mais à moi, j'ai des grandes distances, là, mais sinon, quand c'est proche de même, là, ben, je continue mon aiguillé jusqu'au bout, puis ça ici. Et finalement, si je regarde sur mon patron, j'ai ça ici avec ces symboles-là, qui se trouve être dans le milieu ici, entre mes deux lignes de 4 symboles. Puis 1, 2, 3 plus loin. Alors, ce que je vais faire, je vais le calculer ici. 1, 2, 3. Je vais faire une première croix, puis je vais contrevalider avec ça ici, c'est-tu vis-à-vis? C'est vis-à-vis de ma troisième ici. Troisième, c'est beau. Fait que là, je peux faire 1. Là, j'ai pas d'autres symboles comme ça qui sont proches.
Fait que je vais arrêter mon fil de nouveau, puis je vais vous le remontrer, mais en vous le montrant grossi. Alors, c'est un genre de croix que je fais. Fait que vous voyez que je fais mes croix de en bas à gauche vers en haut à droite, puis ensuite de en bas à droite jusqu'à en haut à gauche. Bon. Alors, il me reste un symbole à faire de cette couleur-là. Alors, je vais vous grossir ici. Attendez encore un petit peu plus. Non, ça c'est trop. Wow. J'essaye. Je veux pas vous rendre malade. J'essaye de faire du mieux que je peux. Mais j'ai beaucoup de capacité comme brodeuse. Peut-être un peu moins comme cinéaste. OK, alors. Alors là, je vais faire ma dernière croix qui est ici. Mais en faisant mon point d'arrêt en même temps. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est que je fais ma deuxième patte, qui est de en bas à droite vers en haut à gauche. Et je vais dissimuler mon point d'arrêt en dessous. Alors, je vais aller ici. Je vais faire comme si je faisais ma première patte, mais je vais la faire en deux parties en faisant mon point d'arrêt en même temps. Comme ça. Et, oups, et là, il faut que je tasse. J'utilise des fois mon autre. Comme ça. Top! Puis là, mais je peux sortir mon fil ici, puis ça se défera pas. Puis là, je n'ai pas assez long pour le garder. Alors, je vais le couper. Puis là, je vais changer de couleur, puis je vais broder autre chose. Continuer à broder, mais avec une autre couleur. Alors, ceci dit, je vais vous remettre grandeur normale. Alors, je vais continuer à broder ce soir là-dessus. J'espère que j'ai couvert plusieurs sujets. Alors, je récapitule. J'ai couvert le lin, qu'est-ce que c'est, comment c'est fabriqué. Je vous ai parlé que du lin teint-main, il n'était pas nécessaire, du teint-main avec du versicolore, là, des variations dans les couleurs. Il n'était pas nécessairement teint de la même façon d'un côté de l'autre, que vous pouviez choisir votre côté. Je vous ai montré comment commencer, comment calculer pour commencer au coin en haut à gauche pour une pièce, un projet dont vous avez déjà, que vous savez que vous allez utiliser l'entièreté de votre tissu que vous avez disponible pour ce projet-là. Alors, comment calculer les marges qui restent pour votre projet, pour que votre projet soit bien centré sur le tissu. Je vous ai parlé du fil versicolore. Je vous ai montré, je vous ai parlé qu'on ne pouvait pas faire un départ en boucle. Je vous ai expliqué aussi que vous deviez faire les croix une à la fois. Je vous ai montré un point d'arrêt de départ. Je vous ai montré également un point d'arrêt de fin. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Je vais continuer à travailler sur Tisket Tasket, que je suis tellement contente de commencer. Alors, je fais ce coin-là, là. Alors là, ben, je vais être pas mal d'un gris après. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Sur ce, bien, je vous dis à très bientôt. Bye.